Le silence glacial qui s'installa dans la grande maison de Lyon après le départ du dernier invité des funérailles était plus assourdissant que tous les pleurs de la journée. Assise dans un fauteuil Louis XV, son dos droit malgré le poids du chagrin, Marguerite fixait la poussière qui dansait dans les derniers rayons dorés de l'après-midi. Chaque meuble, chaque tableau, chaque bibelot semblait la regarder, imprégné des souvenirs de 25 années de vie commune avec Robert. L'odeur entêtante des lys des couronnes funéraires, symbole d'une fin brutale, se mêlait à celle, plus familière et réconfortante, du bois ciré et des vieux livres de la bibliothèque. Dehors, le vent d'automne faisait bruisser les feuilles mortes du parc de la Tête d'Or, un son qui, jusqu'à hier, lui semblait être une douce mélodie et qui maintenant sonnait comme un présage. Elle se souvint d'un avertissement de Robert, quelques mois plus tôt, alors qu'il regardait Sophie se disputer avec un cousin pour une futilité. Il avait pris sa main et lui avait dit à voix basse, « Fais attention à elle, mon amour. » Son chagrin la rend parfois aveugle à la raison. Et l'argent la rend pire encore. Elle avait chassé cette pensée, la mettant sur le compte du pessimisme d'un père inquiet. Maintenant, les mots de Robert revenaient la hanter avec la clarté d'une prophétie. Sophie s'approcha, un verre de vin à la main, ses talons claquant sur le parquet ancien avec une assurance déplacée. Le masque du deuil avait glissé, remplacé par une impatience froide qui durcissait les traits de son visage. « Marguerite » commença-t-elle d'un ton faussement neutre qui ne masquait aucune sympathie. « Maintenant que, tout est terminé, il faut être pragmatique. » Elle marqua une pause, savourant le pouvoir que lui donnait la situation. « Marc et moi allons nous installer ici. Il est temps pour toi de trouver un autre endroit. Cette maison ne t'a jamais vraiment appartenu de toute façon. » La phrase, précise et cruelle, tomba comme un couperet dans le silence de la pièce. Marguerite sentit une vague de froid la parcourir, plus glaciale encore que le chagrin. Marc, qui se tenait légèrement en retrait, un sourire mauvais aux lèvres, en rajouta. « Nous te laissons 1 heure. C'est généreux. Après quoi, nous serons obligés de contacter les autorités. » Sans un mot, Marguerite se leva. La surprise avait laissé place à une étrange lucidité. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer ou supplier. Sa posture était d'une droiture impeccable tandis qu'elle montait les escaliers, chaque marche craquant sous ses pas, un son familier qui lui déchira le cœur. Dans la chambre, leur chambre, tout était à sa place. Le lit défait de la veille, le livre de Robert encore ouvert sur sa table de chevet. Elle traversa la pièce, ses doigts effleurant la commode en acajou, et ignora l'armoire remplie de vêtements de marque et de cadeaux de son mari. Elle ouvrit un tiroir secret qu'il avait conçu pour elle. À l'intérieur, elle prit une pile de lettres que Robert lui avait écrites lors de ses voyages d'affaires, une photo d'eux deux riant aux éclats sur une petite place en Italie, le soleil dans leurs yeux. Enfin, elle prit une petite boîte en velours bleu contenant la première montre qu'il lui avait offerte, une simple merveille d'horlogerie qui symbolisait le début de leur temps ensemble. Elle rangea ses trésors, toute sa vie, dans une petite valise en cuir qu'elle gardait pour les week-ends. Sophie apparut à l'encadrement de la porte, les bras croisés, son regard balayant la pièce pour s'assurer que rien de matériellement précieux ne manquait. « Et n'oublie rien qui appartenait à ma mère, dit-elle, sa voix pleine de venin. Marguerite se tourna lentement vers elle, son regard calme rencontrant celui, haineux, de sa belle-fille. « N'aie crainte, Sophie. Je ne prends que ce qui a de la valeur. » En bas, Marc attendait près de la porte, consultant sa montre avec ostentation. Marguerite passa devant lui sans lui accorder un regard. En ouvrant la lourde porte d'entrée, un courant d'air froid la saisit. Elle aperçut le visage de sa voisine, Madame Blanchard, qui l'observait derrière les rideaux brodés de sa fenêtre. Leurs regards se croisèrent une seconde, celui de Madame Blanchard plein d'une pitié curieuse, le genre de pitié qu'on réserve aux oiseaux tombés du nid. Marguerite lui fit un imperceptible signe de tête, un adieu silencieux à sa vie d'avant, à son quartier, à tout ce qu'elle avait connu. Puis vint le son. Un son métallique et final, qui résonna dans son âme. Le son de la serrure qui se verrouille derrière elle, actionnée de l'intérieur. Elle était seule sur le trottoir froid, sa petite valise à ses pieds, le vent d'automne faisant frissonner le col de son manteau. Alors qu'une fine pluie commence à tomber, elle sort son téléphone, non pas pour appeler un ami à l'aide, mais pour commander un VTC vers une destination que personne n'aurait pu deviner. Le lendemain matin,
Marguerite ne se réveilla pas dans le silence d'un motel bon marché, mais au son feutré du service d'étage apportant son café, dans la suite luxueuse de l'hôtel Le Royal, sur la place Bellecour. Par la haute fenêtre, la ville de Lyon s'éveillait dans une brume automnale, les statues de la place semblant veiller sur elle. La veille, en quittant sa maison, elle n'avait pas cherché un refuge, mais un quartier général. Cet hôtel, Robert et elle l'adoraient. C'était leur havre de paix lors de rares week-ends passés au cœur de leur propre ville. Le choix n'était pas anodin, c'était un acte de défi silencieux, une façon de s'ancrer dans le beau et le familier pour ne pas sombrer. En portant à ses lèvres la tasse en porcelaine fine, elle ferma les yeux et la conversation avec Robert, 6 mois plus tôt, lui revint avec une clarté douloureuse. Il était assis dans son bureau, entouré de ses plans d'architecte, et il avait l'air fatigué. Il lui avait pris la main, son regard intense. « Mon amour, quoi qu'il arrive, je me suis assuré que tu ne dépendrais jamais de leur générosité. Le moment venu, appelle Maître Legrand. Elle saura quoi faire. Fais-moi confiance. » Ces mots, qui lui avaient semblé à l'époque une précaution excessive, étaient désormais sa seule bouée de sauvetage. À 9 heures précises, après avoir enfilé une tenue sobre mais élégante, elle quitta l'hôtel. Elle traversa la place, marchant d'un pas mesuré sur les pavés humides de la rue de la République. Elle n'était pas une fugitive. Elle était une femme avec un rendez-vous. L'intérieur de la banque privée était un sanctuaire de marbre et de silence. Monsieur Durand, le directeur, un homme de 60 ans aux manières de la vieille école, la reçut en personne. Il lui présenta ses condoléances avec une sincérité non feinte qui toucha Marguerite. Robert était plus qu'un client, madame. C'était un ami. Et un homme d'une prévoyance rare. Dans son bureau privé, lambrissé de bois sombre, il lui exposa la situation. Il y a 10 ans, Robert a ouvert ce compte à votre seul nom. Chaque mois, il y versait une somme. Il disait toujours, c'est le fonds d'indépendance de Marguerite. Il voulait que vous ayez votre propre forteresse, quoi qu'il arrive. Monsieur Durand lui tendit une carte bancaire et un carnet de chèques. Vous disposez de tout, sans la moindre restriction. Puis, il se leva et alla chercher une serviette en cuir scellée dans un coffre. Il m'a également confié ceci pour vous, à n'ouvrir qu'en cas de nécessité. Je crois que nous y sommes. De retour dans sa suite d'hôtel, Marguerite posa la lourde serviette sur la table du salon. Le seau de cire portait les initiales de Robert. Avant de l'ouvrir, elle prit une profonde inspiration et composa le numéro de Maître Isabelle Legrand. La voix de la notaire, de l'autre côté, était grave et professionnelle, mais empreinte d'une chaleur inattendue. Madame Dubois. J'attendais votre appel. Mes plus sincères condoléances. Robert était un homme exceptionnel. Merci, maître, répondit Marguerite, sa propre voix étonnamment stable. Je suis à l'hôtel Le Royal. Je crois que nous devons nous voir. En effet, confirma la notaire. Le testament est ici, en sécurité. Mais il y a d'autres documents. Des dispositions que Robert et moi avons mises en place il y a plusieurs mois. Après avoir raccroché, Marguerite se tourna vers la serviette en cuir. Elle rompit le seau. À l'intérieur, pas de liquidité ni de bijoux, mais des dossiers. Des copies des polices d'assurance vie qu'elle savait exister pour ses petits-fils, Théo et Jules. Mais agrafée au premier dossier, une note manuscrite de Robert, son écriture si familière mais légèrement tremblante. Ceci est pour leur avenir, pas pour les erreurs de leurs parents. Vérifie les mouvements récents. Sois prudente. Un frisson parcourut Marguerite. Pourquoi cette précision? Pourquoi cette mise en garde? Elle sentit un nœud se former dans son estomac. Il ne s'agissait plus seulement de sa propre sécurité. Robert avait pressenti un autre danger. Elle reprit son téléphone, le cœur battant, et rappela l'étude notariale. Maître Legrand? C'est encore moi. J'ai une question. Elle marqua une pause, choisissant ses mots. Dois-je m'inquiéter de quelque chose en particulier, maître? Il y a une courte pause à l'autre bout du fil. Puis la voix de la notaire répond, calme et précise, inquiète, non, madame. Préparée, oui. Votre mari était un homme très méticuleux. Il y a,
des dispositions importantes dont vous devez prendre connaissance. Pouvez-vous être à mon étude demain à 10 heures? L'étude de Maître Legrand, située dans un immeuble ancien de la presqu'île, sentait le bois ciré et le papier jauni, l'odeur rassurante de la loi et des secrets bien gardés depuis des générations. En entrant dans le hall lambrissé, Marguerite sentit le poids de l'histoire. Au mur, les portraits des anciens notaires de la famille Legrand la dévisageaient avec une solennité immuable. Elle reconnut le père d'Isabelle sur une photographie en noir et blanc, et se souvint que Robert avait dit un jour: « La famille Legrand garde les secrets des familles de Lyon depuis le XIXe siècle. On peut leur faire confiance. » C'est cette confiance qui l'avait portée jusqu'ici. Isabelle Legrand l'accueillit elle-même, une femme élégante d'une 50aine d'années dont le regard alliait une profonde empathie à une fermeté d'acier. Elle la conduisit dans son bureau privé, une pièce impressionnante dominée par une immense bibliothèque remplie de reliures en cuir. Un café fumant attendait déjà Marguerite sur un plateau d'argent. « Asseyez-vous, je vous en prie, Marguerite, » dit la notaire de sa voix calme. « Prenez votre temps. C'est une épreuve terrible. » Cette simple reconnaissance de sa douleur, sans pitié excessive, permit à Marguerite de respirer un peu plus librement. Robert tenait à ce que je vous explique tout, en privé, avant la lecture officielle, commença Maître Legrand après quelques instants. Elle posa un épais dossier sur le bureau en acajou. Commençons par le testament. D'une voix claire et précise, elle exposa le contenu. Ce n'était pas seulement une liste de biens, c'était le dernier acte d'amour et de protection de Robert. 60% de l'entreprise du bois BTP, la pleine propriété de la maison du boulevard des Belges, l'entièreté des portefeuilles d'investissement. Puis, Maître Legrand sortit une enveloppe scellée. Il y a aussi ceci. Une lettre pour vous, qu'il m'a demandé de vous lire. Les larmes que Marguerite avait retenues depuis 2 jours montèrent finalement à ses yeux en entendant la voix de la notaire lire les mots de son mari. Il y parlait de leur rencontre, de leur vie, la qualifiant de plus grande réussite de sa vie, le pilier silencieux sur lequel tout reposait. La lettre s'achevait par « Je te laisse de quoi être libre et forte. Utilise cette force avec la sagesse qui a toujours été la tienne. » Marguerite prit un mouchoir, non pour cacher ses larmes, mais pour les essuyer avec dignité. C'était un adieu, mais aussi un couronnement. Maintenant, continua doucement la notaire, lui laissant le temps de reprendre son souffle, passons au sujet plus délicat que Robert a mentionné. Elle fit glisser sur le bureau un autre dossier, plus fin. Les assurances vie de Théo et Jules. Sur la table, les relevés bancaires des 18 derniers mois étaient étalés. Ligne par ligne, date par date, le vol se dessinait sous les yeux de Marguerite. Des retraits méthodiques de 5, 10, parfois 20 000 euros. Les libellés étaient vagues, presque insultants de banalité, frais de scolarité exceptionnels, soins dentaires urgents, voyages linguistiques. Marguerite savait que les études des garçons étaient entièrement couvertes par d'autres fonds. Elle sentit une tristesse glaciale remplacer son chagrin. Ce n'était pas la perte de l'argent qui la choquait. C'était la trahison. Sophie n'avait pas volé une fortune anonyme. Elle avait volé l'avenir que son propre père avait si soigneusement construit pour ses enfants. Le montant total, affiché en bas du dernier relevé, était accablant, 297 500 euros. C'est un abus de confiance aggravé, expliqua Maître Legrand. La peine encourue est sévère. Nous pouvons déposer une plainte dès aujourd'hui. Marguerite resta silencieuse un long moment, son regard perdu sur la vue des toits de Lyon par la fenêtre. La colère était là, bouillonnante, mais une autre pensée, plus profonde, la dominait. Les mots de Robert résonnaient, « Utilise cette force avec sagesse. » Elle se tourna vers la notaire. « La prison ne lui apprendra rien, maître. Elle ne fera que la transformer en martyr à ses propres yeux. » Sa voix était basse, mais chargée d'une nouvelle autorité. Seules les conséquences réelles le feront. Elle doit rembourser chaque centime. Elle doit travailler. Elle doit regarder ses fils en face et leur expliquer ce qu'elle a fait. C'est ça, la vraie punition. Et c'est aussi sa seule chance de rédemption. Impressionné, Maître Legrand hocha la tête. C'est une position d'une grande force, Marguerite. Alors, nous gardons cette information pour la lecture officielle. L'impact sera maximal. Elle rassembla les documents, les remettant dans leurs dossiers respectifs.
La convocation pour la lecture sera envoyée aujourd'hui. Ils seront tous là dans 3 jours. Êtes-vous prête, Marguerite ? Marguerite regarda les relevés bancaires accablants posés sur la table, l'arme froide et factuelle de sa future confrontation. Elle leva les yeux vers la notaire, et pour la première fois, un éclat d'acier brillait dans son regard humide de larmes. Oui, dit-elle d'une voix calme. Sophie a fait son choix. Maintenant, c'est à mon tour de faire le mien. Nous sommes à un tournant décisif dans l'histoire de Marguerite. Si vous êtes aussi captivé que moi par son parcours et que vous avez hâte de voir comment la justice sera rendue, je vous invite à commenter avec le chiffre ci-dessous pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le chapitre culminant qui arrive. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à créer des récits qui, nous l'espérons, vous touchent et vous inspirent. Maintenant, retournons à l'étude du notaire, où la confrontation est sur le point de commencer. La lourde porte en chêne de la salle de conférence de l'étude notariale se referma, et le son feutré du loquet enferma la famille Dubois avec ses secrets, son chagrin et une avidité sur le point d'être anéantie. Autour de la longue table en bois poli, la tension était si palpable qu'elle semblait absorber tout l'oxygène de la pièce. Chaque tic-tac de l'horloge murale du XIXe siècle semblait scander une seconde de plus vers un verdict inéluctable. Marguerite était assise droite, les mains calmement jointes sur son sac. En face d'elle, Sophie n'arrêtait pas de tapoter son stylo sur un carnet, son impatience vibrant comme une corde trop tendue. Marc, à côté d'elle, affichait une confiance arrogante, chuchotant déjà des plans pour la maison. David, lui, était silencieux. Son regard passa de sa sœur, trop agitée, à Marguerite, d'une dignité presque irréelle. Il se souvint alors de l'affection sincère, presque enfantine, que son père portait à sa femme, même après 25 ans de mariage. C'était un amour authentique, un détail qu'il n'avait jamais remis en question, et ce souvenir le mit profondément mal à l'aise. Maître Isabelle Legrand entra, posa un épais dossier sur la table, et s'assit. Son regard balaya l'assemblée, s'attardant une seconde de plus sur Marguerite. D'une voix monocorde et officielle, elle commença la lecture. Les legs mineurs aux oncles et tantes, Thomas et Hélène, furent expédiés rapidement. Puis, elle arriva au cœur de la succession. À mon fils, David Dubois, je lègue le contenu de son portefeuille d'actions personnelles, que nous avons constitué ensemble. David hocha la tête, sans surprise. À ma fille, Sophie Fournier, je lègue la somme de 50 000 €, ainsi que les fonds de son assurance vie. Le stylo de Sophie cessa de bouger. Elle leva la tête, le visage empreint d'une incrédulité totale. C'est une blague, murmura Marc, assez fort pour que tout le monde l'entende. La notaire continua, imperturbable, comme si elle n'avait rien entendu. Et à mon épouse bien-aimée, Marguerite Dubois, qui a été la lumière de mes 25 dernières années, je lègue la totalité de mes parts dans l'entreprise Dubois BTP, la pleine propriété de notre domicile au boulevard des Belges, ainsi que l'ensemble de mes portefeuilles d'investissement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie était livide, la bouche entr'ouverte. Avant que les protestations n'éclatent, Maître Legrand sortit une autre enveloppe. Robert a également laissé une lettre, à lire à la famille. Sa voix se fit plus douce, presque triste. Elle lut les mots poignants de Robert sur son amour pour Marguerite, le pilier silencieux sur lequel tout reposait. Puis elle arriva au passage concernant sa fille. Ah ma chère Sophie, que j'aime plus que tout. J'ai toujours admiré ta force, mais je crains que cette force ne soit devenue de la dureté. Ton sentiment que tout est dû a fini par m'inquiéter profondément pour ton avenir, et pour celui de tes enfants. L'humiliation était publique, dévastatrice. Ce fut trop pour Marc. Il se leva d'un bond, faisant grincer sa chaise. C'est scandaleux. Elle l'a manipulé. Un vieil homme malade et vulnérable. Cette femme est une voleuse. Asseyez-vous, Marc. La voix de Marguerite était posée, mais elle coupa court à sa tirade. Elle se leva, ouvrit son sac et en sortit les relevés bancaires, qu'elle déposa au centre de la table. Le bruit du papier glissant sur le bois verni fut le seul son dans la pièce. Puisque nous parlons de vol et d'argent, dit-elle en regardant Sophie droit dans les yeux, parlons de celui de Théo et Jules. Le silence revint, plus lourd,
plus terrible encore. Lentement, David tendit la main et prit une des feuilles. Ses yeux parcoururent les lignes, les dates, les montants. Son visage passa de l'incompréhension à une horreur abjecte. Il leva les yeux de la page, non pas vers Marguerite, mais vers sa sœur, qui était devenue blanche comme un linge. Sa voix n'était qu'un murmure brisé, mais elle résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. « Sophie, c'est l'argent des garçons. Tu as pris l'argent des garçons. » Ce ne fut pas l'accusation de Marguerite, ni la lecture de la notaire, mais les mots de son propre frère qui la firent basculer. Un son étranglé sortit de la gorge de Sophie, et elle s'effondra sur la table, secouée de sanglots bruyants et incontrôlables, son univers de certitude et d'arrogance réduit en poussière. Maître Legrand se tourna vers Marguerite, qui n'avait pas scié, son visage une sculpture de chagrin et de résolution. « Madame Dubois, que souhaitez-vous faire maintenant ? La loi est entièrement de votre côté. Nous pouvons engager des poursuites pénales dès aujourd'hui. » Tous les regards, y compris ceux de Sophie, noyés de larmes et de honte, se tournèrent vers elle. 2 semaines plus tard, le seul son dans le petit studio de Sophie à Vaux-en-Velin était le goutte-à-goutte d'un robinet qui fuyait, une torture aquatique qui rythmait sa chute vertigineuse. Le luxe du 6e arrondissement n'était plus qu'un souvenir lointain et douloureux. Ici, les murs étaient fins comme du papier, les meubles récupérés, et le silence n'était brisé que par les bruits de ses voisins et le vide de sa propre vie. Marc était parti, bien sûr. Il avait laissé une simple note sur la table de la cuisine, une note lâche qui la blâmait pour tout. « Tu t'es débrouillée toute seule. Ne me cherche pas. » La famille, autrefois son filet de sécurité, était devenue un mur de silence. Un appel bref et glacial de sa tante Hélène lui avait confirmé son statut de paria. Elle était seule. En regardant son reflet dans la fenêtre sale, Sophie vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas, dépouillée de son arrogance, de son statut, de tout ce qui la définissait. Elle se souvint avec une honte cuisante de la dignité silencieuse de Marguerite, cette force tranquille qu'elle avait si longtemps prise pour de la faiblesse. Elle comprenait maintenant que cette force était une ancre, une chose qu'elle n'avait jamais possédée. L'appel de Marguerite fut bref et sans chaleur. Rendez-vous demain, 15h, au Café Le Progrès, sur le quai de Saône. C'était un lieu neutre, un café de quartier sans charme particulier. Marguerite était déjà là, une tasse de thé devant elle. Elle ne perdit pas de temps en salutations. Elle posa une unique feuille de papier sur la table entre elles. Dessus, 4 points étaient écrits à la main, d'une écriture nette et précise. 1. Engager une procédure de divorce contre Marc Fournier. 2. Trouver un travail salarié, quel qu'il soit. 3. Mettre en place un plan de remboursement mensuel, validé par Maître Legrand. 4. Commencer une thérapie avec un psychologue agréé. Et si tu respectes scrupuleusement ces 4 conditions, dit Marguerite, sa voix ne trahissant aucune émotion, je ne déposerai pas plainte. Ceci n'est pas une punition, Sophie. C'est une ordonnance. Le seul remède pour la maladie qui te ronge, l'égoïsme et le mensonge. Ce n'est pas pour moi que tu fais ça, c'est pour tes fils. La semaine qui suivit fut la plus longue de la vie de Sophie. La première étape fut la plus douloureuse. Elle se rendit chez un bijoutier du centre-ville, le cœur lourd, avec l'écrin contenant les bijoux de sa mère. Elle regarda une dernière fois le collier de perles, la bague en saphir, des trésors chargés de souvenirs. Le regard froid et évaluateur du bijoutier la fit se sentir encore plus petite. La somme qu'il lui offrit était dérisoire, mais elle accepta sans discuter. C'était le prix de sa première restitution. Puis vinrent les entretiens d'embauche. Son CV, autrefois impressionnant, était maintenant plein de trous. Elle était trop qualifiée pour les petits postes, pas assez expérimentée récemment pour les postes à responsabilité. Elle sentait le mépris dans le regard de certains recruteurs. Mais la véritable épreuve eut lieu un samedi après-midi pluvieux, dans un parc public, sous la surveillance discrète de David. Théo et Jules étaient là. Leurs visages d'adolescents étaient fermés, hostiles. Jules refusait de la regarder. Théo, l'aîné, la fixa avec une froideur qui lui glaça le sang. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de colère contenue. Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Que pouvait-elle dire? Théo continua, implacable. « C'est vrai que tu as pris notre argent ?
L'argent de papy? Incapable de mentir, incapable de parler, elle ne put que hocher la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ce fut le coup de grâce. Jules se détourna et s'éloigna, et Théo lui lança un dernier regard plein de dégoût avant de le suivre. Après un mois de recherche, elle décrocha enfin un poste de comptable junior dans une petite PME de la banlieue. Le bureau était petit, le travail fastidieux. À la fin du mois, elle tint sa première fiche de paie dans ses mains. La somme, qui lui aurait à peine payé une paire de chaussures auparavant, lui sembla une fortune. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à elle. C'était de l'argent honnête. Le jour même, elle se rendit à sa banque et effectua le premier virement sur le compte que Maître Legrand lui avait indiqué, avec le libellé « Remboursement janvier 1960 ». En sortant de la banque, elle ne se sentit pas plus riche, mais peut-être un peu moins pauvre d'esprit. C'était le premier acte concret de sa nouvelle vie. Le soir même, dans son studio silencieux, elle composa le numéro de Marguerite. Sa voix tremblait, mais elle était résolue. J'ai l'argent pour le premier versement. Il a été viré. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi comment je peux commencer à regagner leur confiance. 5 ans plus tard, un dimanche de juin ensoleillé, des éclats de rire emplissaient le jardin d'une modeste mais charmante maison à Sainte-Foy-les-Lyons, un son joyeux qui avait enfin chassé le silence glacial du début de cette histoire. Adossée à un vieux chêne, Marguerite regardait la scène avec une douce sérénité. Le jardin de Sophie n'était pas un parc fastueux comme celui de la maison du boulevard des Belges, mais un espace vivant, coloré, rempli de fleurs qu'elle avait plantées elle-même. C'était un jardin qui lui ressemblait désormais, honnête, sans prétention et plein de vie. David et Sophie, complices, s'occupaient du barbecue, se taquinant sur la cuisson des merguez. Théo, devenu un jeune homme calme et réfléchi, discutait de ses études de commerce avec son oncle Thomas, tandis que Jules, dont le talent artistique s'était épanoui, montrait ses derniers croquis à une nuée de petits cousins admiratifs. Marguerite, elle, était assise dans l'herbe, captivée par une histoire que lui racontait la petite dernière de David. En observant tout ce petit monde, elle se souvint de la femme dure et avide que Sophie avait été, et mesura le chemin parcouru. La transformation n'avait pas été un miracle, mais le résultat de 5 années de travail acharné, de thérapie, de remboursement mensuel effectué sans jamais un retard, et surtout, de la volonté farouche de regagner l'amour de ses fils. Votre lavande est magnifique cette année, Marguerite. La voix enjouée de Madame Blanchard l'attira de ses pensées. La voisine, autrefois curieuse et médisante, était devenue une amie de la famille. Elle tendit à Marguerite une part de tarte aux pralines encore tiède. Mais c'est le jardin de Sophie, répondit Marguerite en souriant. Ah, mais je sais bien qu'il lui a appris à avoir la main verte, dit la vieille dame avec un clin d'œil complice, avant d'aller féliciter Sophie. Ce simple échange était le symbole de la rédemption de Sophie, non seulement au sein de sa famille, mais aussi aux yeux de la communauté qui l'avait jugée. Plus tard, une jeune femme discrète s'approcha de Marguerite. C'était la nouvelle lauréate de la bourse mémorielle Robert Dubois. Elle remercia Marguerite avec une émotion sincère. Sans cette aide, je n'aurais jamais pu continuer mes études, dit-elle. Sophie les rejoignit, posant une main affectueuse sur l'épaule de l'étudiante. Oncle Thomas, observant la scène, dit à Sophie, c'est admirable ce que tu fais pour ce comité. Sophie haussa les épaules avec un sourire humble. Qui mieux que moi pour reconnaître quelqu'un qui a vraiment envie de changer, et qui a juste besoin qu'on lui ouvre une porte? Sa réponse, dénuée de toute pitié pour elle-même, montrait à quel point elle avait changé. Elle n'était plus définie par sa faute, mais par la leçon qu'elle en avait tirée. Le soir tomba, nimbant le jardin d'une lumière dorée. Les invités partirent les uns après les autres, laissant derrière eux une atmosphère de paix et de contentement. Théo et Jules aidèrent à ranger, leur complicité avec leur mère étant devenue naturelle et évidente. Finalement, alors que les premières étoiles commençaient à poindre dans le ciel, Marguerite et Sophie se retrouvèrent seules sur la petite terrasse en bois. « Tu sais, » commença Sophie d'une voix douce, « pendant des années, j'ai cru que papa avait fait une erreur en t'épousant. » Elle regarda Marguerite, ses yeux brillants d'une sincérité nouvelle. « Je pensais qu'il méritait quelqu'un de son monde. Maintenant je sais que c'était la meilleure décision de sa vie. Il a épousé quelqu'un qui avait ce qui lui manquait, à lui, et surtout à moi, la force tranquille du pardon.
Émue, Marguerite prit la main de Sophie. Ton père serait si fier de la femme et de la mère que tu es devenue. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. C'est parce que j'ai enfin compris la femme qu'il avait épousée, et que j'ai eu la chance incroyable que tu ne m'abandonnes pas. Marguerite se leva pour partir. Sur le pas de la porte, elle se tourna pour dire au revoir. Sophie s'approcha et la prit dans ses bras, une étreinte chaleureuse et sincère. En se séparant, elle la regarda et lui dit, pour la première fois, des mots simples, murmurés, qui portaient en eux le poids de 5 années de reconstruction. Merci. Maman. En repartant dans la douceur de la nuit, Marguerite sourit. Le véritable héritage de Robert n'était ni une maison, ni une entreprise. C'était ceci, une famille brisée qui avait appris à se reconstruire, plus forte et plus aimante qu'avant. Son plan, finalement, avait parfaitement fonctionné.